Nous sommes de retour pour la suite et la fin de Regard croisé de ce jour. Nous sommes toujours avec le journaliste Emmanuel Vivien, Tommy, directeur de publication de Plume Libre. Il est également conseiller en communication politique. Un autre journaliste est également là, Adam Azornou, directeur de publication de Vision d'Afrique. L'armée et le gouvernement togolais ont affirmé ou ont confirmé plutôt samedi que l'attaque récente menée dans 4 villages du nord du pays a fait plusieurs morts et quelques blessés parmi des civils. L'attaque qui a été menée dans la nuit de jeudi à vendredi est la 4e perpétrée depuis novembre 2021 dans cette partie du Togo à la frontière avec le Burkina Faso, d'où plusieurs groupes djihadistes mènent des incursions. Adam Adjornou, d'abord il faut dire que c'est triste ce qui arrive au nord du Togo. C'est vraiment triste. Je pense que c'est un émoi et la psychose qui aujourd'hui, parce que tout Togolais, partout où il se trouve, le voyait très très lointain. Mais malheureusement et très très vite, nous avions été donc atteints. De quelle manière? Parce que si quelqu'un nous disait aujourd'hui que on peut arriver et pratiquement, je n'aime pas prononcer le mot, et arriver à ces gens d'attaque assez barbares dans nos pays, personne ne serait donc parié à cela. On peut penser à tout, mais cette manière, lorsque vous prenez l'atrocité dans sa plénitude, véritablement, il est très difficile de pouvoir donc comprendre cela. Et donc je pense que, comme tout Togolais, d'abord nous nous inclinons devant la mémoire de ces disparus et en appelant également à beaucoup de vigilance, contrairement à ce que certains pensent que c'est une question qui n'est pas une question d'opinion. Lorsque nous parlons du djihadisme, ce n'est pas, disons, nos tergiversations entre nous Togolais que nous connaissons liées à une opinion ou liées à un acte posé, mais ici nous parlons d'une stratégie qui est d'abord internationale et qui interpelle beaucoup d'aspects. C'est vrai que lorsque nous les prenons dans leur globalité, vous constaterez que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau concernant dans ces attaques-là, sauf que chacun a ce qui le concerne. Et suivant donc les pays, il nous appartient, étant donné que c'est pour la première fois dans l'histoire d'ailleurs même du Togo, même si certains actes isolés ont permis de pouvoir donc exprimer une telle tendance avec un tel grand nombre de normes supposées, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est très difficile, parce que le gouvernement également n'en a pas fait cas, mais il est très difficile que nous puissions donc nous appesantir sur un nombre donné. C'est en cela que moi je dis il faudrait aujourd'hui qu'on soit plus fort qu'avant, parce que lorsqu'on parle du terrorisme, je pense que le Togo fera donc exception en ce qui concerne des complicités internes. Mais nous savons que avant de vous attaquer, comme on le dit très souvent, l'ennemi n'est pas trop loin, mais je doute très fort qu'un Togolais puisse accepter jouer ce rôle, ce sale rôle. C'est très difficile, mais on attend, parce que la volonté exprimée aussi bien par le chef de l'État et la détermination des forces de l'ordre de sécurité qui n'ont pas baissé. Ça voudrait dire quelque part que si nous en sommes arrivés à une telle stratégie, ça voudrait dire qu'on a pu tirer les leçons des attaques que nous avons eues en mai dernier et qui ont coûté la vie à 8 braves soldats togolais. Et donc je pense que c'est cette stratégie qui a permis réellement donc à ces djihadistes-là de pouvoir donc changer de stratégie. Mais nous ne pouvons pas être constamment, disons, dans une posture défensive. Il faudrait quelque part que, à mon humble avis, qu'on soit aussi dans l'offensive. L'offensive voudrait dire que ce n'est pas aux djihadistes aujourd'hui de nous imposer leur ligne de conduite. Parce qu'à chaque fois que l'opération est posée, si je fais une comparaison avec ce qui est advenu en mai et qui a permis, disons, aux forces de l'ordre et de sécurité de pouvoir donc repositionner, de revoir leur stratégie, faisant en sorte que ces gens-là, ces groupes armés-là, ne puissent pas faire des intrusions. Sinon, de toutes les façons, si même on peut s'entendre lorsque nous voyons les stratégies d'opération qui sont un peu différentes, lorsque nous voyons un peu les analyses, ceux qui sont assez pétris sur la question du djihadisme, ont compris qu'à un moment donné, nous étions en face d'un groupe qui n'avait pas d'habitude d'opérer comme tel. Ça voudrait dire quelque part, soit nous sommes en face d'un nouveau groupe qui interagit
avec l'autre groupe ou pratiquement agissent assez différemment en puisant des éléments d'attaque liés donc aux autres attaques connues. Puisque lorsque nous prenons ce groupe-là qui avait donc conduit à la mort des 8 soldats, ils n'ont pas pour habitude de pouvoir donc s'attaquer aux populations. C'est en témoigne le fait qu'après l'attaque, ils ont discuté même avec des populations sur place, avant même de se retirer. Et aujourd'hui, nous constatons que ceux-ci viennent et s'attaquent calmement donc à la population civile. Ça voudrait dire quelque part que soit nous sommes en face d'un autre groupe qui fait des intrusions au niveau du Togo, mais je me dis aujourd'hui, après ce drame malheureux survenu, les militaires vont toujours s'adapter. Mais aujourd'hui, moi, je pense que tout ça, là, nous pouvons le mettre dans le vocable de la défensive. Il faudrait quand même que l'opération soit aussi offensive, faire en sorte que ces groupes-là soient traqués dans leur... Malheureusement, on ne les connaît pas. Ouais, on ne les connaît pas, certes, mais sont. les stratégies doivent être aussi défensives qu'offensives. Les blessés ont été pris en charge par les forces armées togolaises et transférés dans des hôpitaux pour y recevoir des soins selon la même source. Emmanuel Vivien Tomi, cela corrobore ce que Adam vient de dire. Les forces de l'ordre font un travail, il faut dire, fou au niveau du nord du Togo actuellement. Il faut d'abord présenter les condoléances les plus attristées aux familles des disparus et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Saluer aussi le travail fait par les forces de défense et de sécurité, parce que ce n'est pas facile, et dire que nous sommes en guerre. Tout le Togo est en guerre, pour ne pas dire la sous-région. Tout le Togo est en guerre, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus de l'extérieur nécessairement qu'on doit attendre ces voyous, ces sadiques, ces goujats, ces barbares. Ils sont à nos frontières. Et si vous prenez les services de renseignement savent à peu près là où se trouvent les zones où résident les djihadistes. La plupart, présentement, c'est à la frontière du Burkina Faso. Ils sont en haut du Togo. Et ils avaient l'habitude de venir pour intimider la population. Et ce qui avait manqué au début, c'est que certains, malheureusement ou naïvement, les avaient pris juste pour des plaisantins. Et voilà. Le système qui est utilisé, c'est quoi? Ce n'est pas un très grand groupe qui vient. C'est un noyau qui vient, mais qui recrute d'autres jeunes. Vous voulez dire qu'on n'avait pas maîtrisé leur mode opératoire au début? Ils changent chaque fois de mode opératoire. Vous voyez ce qui s'est passé dans les 4 villages-là. D'abord, cette façon d'attaquer simultanément est une nouvelle méthode. Ensuite, la façon dont les personnes ont été égorgées, suivant des sources sécuritaires, pratiquement 28 personnes au moins ont été égorgées directement. Des civils. Et il y a de cela quelques années, vous vous souvenez sans doute, en Algérie, c'était les procédés qui étaient utilisés. On égorgeait les journalistes, on égorgeait les artistes, on égorgeait les leaders d'opinion à un moment. Et c'est ça que Bouteflika a essayé de combattre pendant des années. Et je crois qu'aujourd'hui, ça s'est calmé. Ils viennent, ils frappent aux portes. Et quand les gens ouvrent, ils les égorgent. Et quand les gens ouvrent et ils découvrent que ce sont ces barbares, ces sadiques de djihadistes, ils veulent retourner, ils les attrapent et les égorgent par derrière, par la nuque. Cette façon de faire est différente de ceux qui utilisent les motos pour venir et qui tirent sur les militaires surtout, les hommes en uniforme et aussi les civils et quelques cibles. Vous savez, ce qui est très dangereux, c'est quoi? Nous tous, nous Togolais, nous avons l'habitude de lutter. Ceux qui sont venus attaquer les villages savent très bien que s'ils tiraient, le Togolais, des fois, s'il faut mourir pour sauver son pays, il va le faire. Donc, ils ont évité de faire du bruit. Tellement qu'ils attachent juste la bouche de la personne
et il l'égorgeait. Parce que s'il faisait du bruit, les populations vont sortir. Et voilà. Et donc, il est très important, et ils le font déjà, que les forces de défense et de sécurité s'adaptent à toutes ces formes-là. Aujourd'hui, il est très important de doter tous les villages. Et en cela, Togo Télécom aussi a sa responsabilité. Move aussi a sa responsabilité. Il faut que tous les villages aient des moyens de communication efficaces. Il ne faut pas qu'on cherche le réseau en vain pour appeler la police ou la gendarmerie ou les forces armées en cas d'attaque. Et il est très important maintenant qu'on fasse revenir. Et ça, je crois que les parlementaires doivent prendre ça en compte, tout comme le gouvernement. Il faut qu'on fasse revenir le service militaire. C'est très important. Il faut qu'on fasse revenir le service militaire. Beaucoup de pays qui font face à ces attaques terroristes ont commencé. C'est qu'on ne peut plus dire que c'est seulement aux forces de défense et de sécurité de veiller et de lutter contre le terrorisme. Tout le monde doit lutter contre le terrorisme. D'abord par les renseignements. Si vous êtes chef de village, si vous êtes un simple citoyen, s'il y a des étrangers qui font des entrées dans votre milieu et vous avez des doutes ou vous les trouvez bizarres, signalez. Ça n'a rien de mauvais. Seulement, prenez des dispositions parce qu'ils sont très puissants. Donc, ne faites pas le show. Si vous voyez un djihadiste et vous prenez votre portable devant lui pour dire que je vois quelqu'un là, il ressemble à un djihadiste, il va commencer par vous. Mais retirez-vous. Et quand vous êtes en sécurité, signalez, ne serait-ce que des messages au numéro de la police, au numéro de la gendarmerie. Aujourd'hui, l'armée, la police, la gendarmerie travaillent 24 heures sur 24 pour ce qui concerne le recoupement des informations pour la lutte contre le terrorisme. Tout le monde doit savoir que ce n'est pas parce qu'on dit c'est à Dapaon que nous devons ne pas prendre les dispositions. Même à Lomé, par rapport aux attaques qu'il y a eu au Bénin, par rapport à la tentative qu'il y a eu au Grand Marché, par rapport au rapport que les services ghanéens ont donné, nous devons être vigilants. Et nous devons aider les forces de l'ordre à lutter contre le phénomène du terrorisme. Ce n'est pas le moment qu'on commence encore une petite querelle politique. Pour le moment, nous devons nous unir tous contre le terrorisme. Comme le dirait quelqu'un, pour ne pas citer son nom nécessairement, le chef de file de l'opposition, J.K. Olympio, dit « Tous les Togolais doivent se lever comme un seul homme et dire non au djihadisme. » Parce que les djihadistes ne font cadeau à personne. Et malheureusement... Si Tommy est de une... Non, ils s'en foutent pas mal. Et vous avez suivi le message des prêtres, vous avez suivi le message des imams. Il y a des imams qui ont été menacés directement dans certains milieux. Les djihadistes ont envoyé des messages que le prochain, ce sera toi. Et il est temps aussi que le Togo, le Burkina Faso, le Mali, le Ghana et le Bénin, que tous ces pays-là se mettent ensemble pour attaquer aussi. On connaît leur position aujourd'hui. Les services de renseignement ne peuvent pas dire autre chose à la population. En tout cas, on peut dire ça à la population, mais pas à nous autres leaders d'opinion. On peut les attaquer si les pays conviennent d'une action unitaire. L'autre problème aussi, c'est que les djihadistes viennent frapper chez vous et puis repartent dans l'autre territoire. Et vous avez peur de tirer dans l'autre territoire ou de survoler. Parce que déjà, on sans autorisation, là, le Togo peut aller frapper au Burkina Faso et vice-versa. Maintenant, il le faut. Il faut que ça soit signé, cet accord-là. Si je vois des terroristes, et je suis sûr que ce sont des terroristes, je demande juste l'autorisation à l'armée ou au gouvernement de l'autre pays et on contre-attaque ensemble. Pourquoi ne pas les coincer au milieu? Dès que les gars ont fini de tirer, de tuer la dernière fois, là où il y a eu les 8 morts, ils ont replié sur le Burkina. Mais après, le Togo a attaqué jusqu'à la frontière et vous avez vu les résultats. Au moins 15 ont été neutralisés. Si au moment où le Togo attaquait, si le Burkina aussi avait pris soin d'attaquer, je pense qu'on pourra les coincer. Les États-Unis sont partis quelque part pour tuer Bin Laden. Ils sont partis quelque part pour le tuer. L'exfiltrer d'ailleurs. Avant même que certains ministres ne se réveillent
le coup a été fait. Ça veut dire que le terrorisme, là, ils n'ont pas de frontières et il ne faut pas que les gouvernements s'enferment aussi dans les questions de frontières quand il s'agit de la lutte contre le terrorisme. Alors, Adam Adjronou, l'attaque là n'avait pas visé une position de la police ou de l'armée. Ce sont les civils qui ont été visés. Il y a de l'inquiétude, ça veut dire que la menace, elle plane sur tout le monde. Bon, bien évidemment, parce que vous savez, les terroristes ont cette capacité de régénération liée donc à cette capacité de recrutement. Et vous savez, ce ne sont pas les stratégies collaboratives ou conjointes qui manquent. Si nous prenons un peu, je pense que l'attaque avait essuyé la Côte d'Ivoire, c'était au lendemain d'une opération conjointe en 3 pays pratiquement. Mais qui ont conduit à nous dire que voilà, il y a eu beaucoup de munitions arrêtées, beaucoup ont été délogées par-ci par-là. Mais au même moment, vous avez vu quelques jours plus tard, ils ont attaqué une position ivoirienne et nous avons vu le dégât. C'est la plus grande perte que la Côte d'Ivoire a essuyée pendant, disons, les incursions armées. Vous savez, c'est pas aussi facile. Lorsque nous prenons, nous les civils, c'est très difficile que nous puissions poser dans des diagnostics, c'est peut-être certaines remarques qu'on peut également mettre dans l'appareil de recherche de solutions. Mais je vous dis, ce n'est pas aussi facile lorsque nous parlons de cette souveraineté des États. Ce n'est pas aussi facile que vous puissiez, sur des accords de principe, laisser un pays qui puisse donc faire des rafles jusqu'à dans l'autre pays. C'est très, très dangereux. C'est en cela que je dis, les stratégies... Non, les stratégies sont là. Vous allez constater que les toutes premières stratégies apportées par le Togo au soutien à l'armée burkinabèse étaient liées au fait qu'il y avait une opération conjointe. On nous a dit qu'il y a eu beaucoup de djihadistes qui avaient pris le Togo ou le Nord-Togo comme base arrière, qui ont été donc délogés, remis donc à l'armée ou au gouvernement burkinabé par le passé. Ces opérations aussi ils ont continué ces opérations à plusieurs égards. Mais ça voudrait dire, moi, mais ce qui me surprend, c'est que la stratégie de connaissance du terrain de ces djihadistes inquiète énormément. Parce que vous allez constater, puisque vous avez posé la question tout à l'heure, pensant de la stratégie qu'ils ont utilisée aujourd'hui en ne s'attaquant pas à des positions militaires ou policières. Mais surtout, n'oubliez pas également que lorsque ces gens-là, avant d'attaquer, il y a eu donc des mines artisanales qui sont donc posées et qui, aujourd'hui, ils savent pertinemment que les renforts viendront dans ce sens-là. Et chaque fois qu'ils arrivent, c'est là où ça inquiète. Voilà. Donc vous comprendrez ils connaissent à peu en près réalité, les pistes. Voilà. Avant même d'attaquer, ça voudrait dire qu'ils font des rotations, ils sont sur le terrain, ils posent des trucs avant d'attaquer. Oui, donc c'est en cela que je dis, aujourd'hui, nous ne devons pas être seulement dans la défensive, il faudrait qu'on soit dans l'offensive. Parlant donc d'offensive, c'est de prendre en compte tous ces aspects-là, ces paramètres-là. Mais au même moment, il y a une question fondamentale qui se pose et qui interpelle pratiquement la conscience collective, mais également les dirigeants, c'est cet élan patriotique qui, en réalité, les Africains ont perdu et qui permet aujourd'hui à recruter au sein de nos populations. J'évitais de le dire parce qu'il est très difficile que le Togolais, quelles que soient les prétentions qu'il ait, puisse être facilement enrôlé. Entre griffes, parce qu'il y a certains qui vous diront que la question de pauvreté, etc., qui, à mon avis, c'est un élément à ne pas négliger. C'est un élément à ne pas négliger. Même moi, je pense que c'est un élément, lorsque nous prenons le contexte togolais, c'est bien que les gens essaient, sans peut-être s'allier au programme projet émis par le gouvernement, ils ne les connaissent même pas. Et c'est là où la communication doit encore être poussée pour permettre aux gens qui ne se connaissent pas, ne se retrouvent dans ces programmes et projets-là, pour commencer par faire quelque chose, éviter d'être pris, disons, dans les bras de cette djihadiste-là. C'est là où je parle de l'élan patriotique qui doit commencer par être enseigné dans nos écoles. Il est très difficile dans les pays asiatiques que cette inclusion, même si on nous dit qu'aujourd'hui, que le djihadisme n'a pas de frontières, c'est justement parce qu'il n'y a pas eu de terreau fertile ailleurs qu'on ne les tend pas d'une manière assez poussée comme on les sent chez nous. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont à bras ouverts et les entendent pratiquement les jeunes qui se disent, voilà, souvent ceux qui se disent, tu as tel, tu as chose. En tout cas, il y a des situations assez alléchantes qui les poussent pratiquement à prendre cet élan-là que de laisser l'élan patriotique. Donc c'est pourquoi je me dis, au jour d'aujourd'hui, parlant des solutions de ce djihadisme-là, commençons par enseigner le patriotisme
dans nos écoles. Qu'aucun Faire en sorte djihadiste que... ne vienne chez Oui, vous, parce qu'on ne vous peut pas tromper. vous corrompre aussi Oui, facilement comme vous ça. corrompre Si facilement. l'Asie et ses consorts ne connaissent pas ces provinces, c'est justement parce qu'ils savent pertinemment qu'il est très difficile de corrompre un citoyen lorsqu'il s'agit de la question d'intérêt supérieur de la nation. Ce que nous n'avons pas en Afrique. C'est ce qui crée aujourd'hui, je le disais en comparant la situation ukrainienne, vous allez constater que si c'était en Afrique, où on pouvait peut-être se positionner L'Afrique serait divisée. derrière un leader d'opposition qui dirait, voilà, nous, en tant que puissants, nous voulons vous aider, et oublier que nous avons d'abord le Togo en commun et en partage, c'est ce qui nous unit. Quel que soit ce qu'on me propose, il faudrait quand même que je protège le Togo, ce que nous n'avons pas, et c'est ce qui est véritablement un terreau fertile pour ces djihadistes-là et alimente leur capacité de régénération. Alors, Emmanuel Vivien Tomi, on parlait de la collaboration de la population, et Adam Adjornou a souligné quelque chose d'indispensable aussi. On apprend également que le gouvernement a entrepris des choses au nord du Togo pour pouvoir occuper ces jeunes. Tant d'efforts, oui, certains sont déjà faits plutôt. Il faut continuer ainsi pour occuper les jeunes. Les djihadistes travaillent d'abord les jeunes. Ils ont comme arme l'endoctrinement. On vous montre que vous êtes le plus malheureux du monde et que la faute est à l'autre, au gouvernement. Vous devez revendiquer vos droits. Et comme je disais à certains jeunes la dernière fois, ils vont vous dire même que si vous tuez, vous allez directement au paradis. Donc, c'est des personnes qui sont des fois droguées, endoctrinées, et qui pensent que ce qu'ils font, c'est juste, c'est la cause noble. Et si on les tue même, ils vont aller au paradis. Alors, il faut travailler sur ça, d'abord. Travailler les esprits, comme il a proposé, et faire revenir les programmes de civisme, de patriotisme, l'amour pour la patrie, mais expliquer aussi aux enseignants pour qu'ils puissent expliquer aux élèves ce que c'est que le terrorisme. Même dans nos familles, voilà, ça doit commencer d'abord par nous. Les chefs de village, les religieux, il faut que tout le monde comprenne maintenant ce que c'est d'abord. Et que tout le monde s'engage à lutter contre. L'autre facteur que beaucoup évoquent même au niveau des Nations Unies, ils évoquent, c'est d'abord la pauvreté, mais aussi les frustrations. L'injustice également. L'injustice. On se sent isolé, on se dit, mais on est les plus malheureux. Vous voyez, au Nigeria, les zones où on essaie de puiser le plus de richesses pour tout le pays, on délaisse les habitants. Donc les habitants sont vite recrutés. Et aujourd'hui, les chiffres, on leur propose le nombre de personnes tuées, tu as telle somme, chiffre. Voilà, quand tu tues tel nombre de personnes. Et si on n'arrive pas à te prendre, voilà la somme que tu vas percevoir. Mais si on te prend et tu arrives à te tuer, toi-même, c'est que tu vas directement au paradis. Le Togo a déjà arrêté plusieurs djihadistes, plusieurs terroristes, avant même que l'attaque qui a causé la mort des 8 soldats. Et oui, quand on a les informations nécessaires, on discute avec certains pays dont ces djihadistes sont originaires et on leur livre cela pour continuer la suite, pour éviter justement certains problèmes internationaux. Mais aujourd'hui, le Togo est plus ciblé que beaucoup d'autres pays. C'est en cela qu'il faut un réveil national. Il faut une prise de conscience au niveau national pour qu'on puisse lutter. Le gouvernement, il ne faut pas se tromper, le gouvernement a investi beaucoup de milliards dans la zone de Dapan, dans la zone des savanes, la région des savanes. Il y a beaucoup de programmes aujourd'hui. Mais malgré ça, il y a des jeunes qui se laissent endoctriner. Pour l'attaque qui a coûté la vie aux 8 soldats, ils étaient venus d'abord autrement pour étudier le terrain. Ensuite, il y a de ces jeunes filles-là qui font le travail les filles de joie, qui sont entre les deux frontières. Et ça cause un problème. C'est des filles qui viennent, excusez-moi, faire la prostitution à Senkassé Togo et qui retournent dormir à Senkassé Burkina, ou qui dorment aujourd'hui au Togo et demain se retrouvent là, et qui sont en contact avec des djihadistes. Je ne dis pas ça pour qu'on les cible, mais qui sont souvent en contact avec les djihadistes, qui sont leurs clients. Parce que c'est des voyous qui boivent beaucoup, qui fument beaucoup, qui prennent la drogue, mais aussi qui font aussi les histoires de femmes.
Et les jeunes filles qui prennent des fois 5 000 francs ou 10 000 francs par nuitée avec le client se retrouvent avec des sommes de 50 000 francs, de 30 000 francs et elles pensent que c'est le paradis et elles livrent beaucoup de secrets. Parce que ce qui s'est passé dans les 4 villages, ça suppose que les djihadistes avaient les plans. Ouais. Mais on sait que dans nos pays africains, là, on ne peut pas avoir juste le plan sur papier et pouvoir savoir avec exactitude où se trouve le point de police, où se trouve le point de gendarmerie. Et ils sont partis dans les villages simultanément, tellement qu'au moment où la riposte va arriver, mais ils ont fait déjà les dégâts. Oui. Aujourd'hui, il est très important que les chefs de village, au moins, aient un téléphone portable pour que même si on va les tuer là, qu'ils avertissent que nous sommes attaqués au moins avant de mourir. Ceux qui ont été égorgés, on ne les a pas neutralisés en même temps. Hein. Ils ont essayé de les faire souffrir en les égorgeant et en les laissant dans le sang jusqu'à ce que mort ne vienne. C'est vraiment atroce et barbare. Je pense que ce n'est pas bon quand même que nous puissions décrire. Non, c'est... Oui, bon. Je crois que les images... Ne pas faire agrandir encore la psychose, mais je me rêve véritablement que l'on je pense que de pouvoir donc décrire ces scènes-là. Pour revenir donc à la... Oui, j'arrive, s'il te plaît, je termine. On a encore une minute. J'ai décrit un tout petit peu que ça ne choque pas, parce que les vidéos sont encore plus choquantes. Et les images encore plus. Mais on voit que c'est un autre système qui a été utilisé et donc nous devons être tous vigilants au Togo. Parce que s'ils avaient tiré un seul coup de feu, ça allait alerter et tout le monde allait prendre les dispositions. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous unir comme un seul homme et lutter efficacement aux côtés des forces de défense et de sécurité contre les terroristes, contre les djihadistes. Oui, moi je pense que oui, en fin d'année, j'essayais d'évoquer cette question lorsque j'avais effectué un déplacement sur la route vers Ouagadougou, où j'étais venu, j'ai évoqué la question de la corruption qui a pris des ampleurs qui, à mon avis, était très dangereux pour notre pays. Et je pense qu'à la suite de cela, cette attaque-là n'était pas aussi anodin compte tenu de ce qui se faisait. Donc ici, c'est le lieu de féliciter réellement, parce que je pense que dans le week-end également, j'ai effectué le voyage du Nord, du Lomé. J'ai vu un changement pratiquement dans les cas lorsque vous prenez les checkpoints, comme cela se faisait où les gens se préoccupaient d'autres choses que la question de sécurité en revenant. Ne serait que ce week-end-là, j'ai constaté véritablement un changement réel où les gens s'occupent réellement de pouvoir véritablement fouiller et de voir ce qu'il y a, quelles sont ces gens de personnalités, que de s'occuper d'autres choses que je ne veux pas appeler. Donc j'interpelle également. Parce qu'à la suite de l'accident qu'on a connu au niveau de Ouahala, on nous avait promis qu'on devrait amener donc la DSR à pouvoir faire de la même. Mais ce que nous constatons sur la route, ce n'est pas le cas. Donc nous invitons le général Yak à pouvoir véritablement faire la même chose que ce que nous constatons au niveau des militaires qui ont changé de posture déjà avec ces attaques-là pour que nous ayons une convergence de vue en ce qui concerne le cas corruption. Le général Yark que nous saluons, nous le soutenons donc dans sa lutte sous l'impulsion du chef de l'État. Ça a été à qui nous disons beaucoup de courage parce que par ces temps, ce n'est pas facile. Vraiment. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien Tomi, directeur de publication de Plume Libre, conseiller en communication politique. Merci également à Dame Adjornou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On se retrouve la semaine prochaine sans doute. Excellente semaine à tout le monde. À bientôt.